Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1872 et l'histoire solennelle de George Colvocor SS. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrévocablement changée par les événements qui se sont produits. Voici leur histoire aussi bien que possible. Le capitaine George Colvocor SS était un homme dont la vie se lisait comme un roman d'aventure. Né sur l'île grecque de Chios, il fut orphelin très jeune lors du massacre brutal de 1822 perpétré par l'Empire ottoman. Sauvé et amené en Amérique, il fut adopté par Alden Partridge, le fondateur de l'académie militaire qui allait devenir plus tard l'université de Norwich. Il est entré dans la marine des États-Unis et s'est lancé dans une carrière distinguée qui l'a mené à travers le monde. Il a servi comme aspirant lors de la célèbre expédition d'exploration des États-Unis, cartographiant de vastes étendues du Pacifique et de l'Antarctique. Pendant la guerre de sécession américaine, son commandement de l'USS Saratoga fut marqué par la bravoure, conduisant à la capture de plusieurs navires confédérés. En 1867, il avait pris sa retraite avec le grade de capitaine, s'installant dans une vie plus tranquille avec sa famille dans la ville pittoresque de Litchfield, dans le Connecticut. C'était un héros de guerre respecté, un homme de stature et un symbole du rêve américain. Sa vie dramatique était cependant destinée à avoir une fin tout aussi dramatique et profondément mystérieuse. Le 3 juin 1872 a commencé comme une journée ordinaire pour le capitaine à la retraite George Colvocor SS. Alors âgé de 66 ans, quitta sa confortable maison de Litchfield pour un voyage d'affaires dans la ville portuaire animée de Bridgeport, dans le Connecticut. Son voyage était routinier, entrepris pour rencontrer son avocat et mener d'autres affaires financières en ville. Il est arrivé à Bridgeport et a passé la journée à s'occuper de ses rendez-vous. Les amis qui l'ont rencontré ce jour-là ont décrit son comportement comme normal, ne donnant aucune indication de détresse sous-jacente. Ses affaires conclues, le capitaine Colvocor SS prévoyait de poursuivre son voyage vers la ville de New York. Son mode de transport prévu était le ferry de nuit, un moyen courant et pratique de faire le trajet le long du détroit de Long Island Sound. À la tombée de nuit, il se dirigea vers le quai de la ville. On l'a vu marcher seul, un gentleman âgé et distingué se dirigeant vers l'embarcadère du ferry, une route qui devait le mener à travers un quartier de la ville connu pour son caractère agité et rough and tumble. Cette courte marche du cœur de la ville au bord de l'eau fut le dernier voyage de sa vie. Il n'embarquerait jamais sur le ferry pour New York. Alors que la soirée s'épaississait en nuit, la zone autour du quai du ferry de Bridgeport s'est calmée. C'est le long d'une passerelle en bois appelée West End Plank Walk, un chemin menant au bateau de passagers, qu'une découverte fut faite. Peu avant 21 h, des passants ont trouvé le corps d'un homme bien habillé gisant sur le sol. C'était le capitaine George Colvocor SS. Il avait reçu une balle. La scène initiale fut une de choc et de confusion. La supposition immédiate de la police locale et des citoyens qui s'étaient rassemblés était claire et sans équivoque. C'était le capitaine George Colvocor SS, il avait été retrouvé mort. La supposition immédiate de la police locale et des citoyens qui s'étaient rassemblés était claire et sans équivoque. Ce héros naval décoré avait été victime d'un crime violent. La théorie qui a circulé à la vitesse de l'éclair était que le capitaine avait été accosté par des voleurs de grand chemin, un terme courant pour les voleurs de rue. On a présumé qu'ils avaient tenté de le dérober et que, lorsqu'il avait résisté, ils lui avaient tiré dessus et s'étaient enfuis dans la nuit. La nouvelle s'est propagée rapidement à travers Bridgeport et au-delà. Le meurtre d'une figure publique aussi éminente et aimée dans une rue de la ville fut un scandale. C'était un affront à l'ordre civil, et le tollé public pour la justice fut immédiat et immense. La ville fut saisie par un récit singulier. Un héros avait été abattu sans raison par des criminels ordinaires. Dans les jours qui ont suivi la découverte, la théorie d'un vol qui a mal tourné s'est solidifiée en l'unique objectif de l'enquête policière. Les autorités de Bridgeport étaient soumises à une pression énorme pour résoudre le crime et restaurer la confiance du public. Elles croyaient que le capitaine Colvocor SS, un homme au maintien militaire, ne se serait pas soumis docilement à un vol.
Le récit était qu'il avait riposté contre ses agresseurs, qu'il avait alors abattus dans la lutte qui s'ensuivit. Les forces de l'ordre ont commencé une chasse à l'homme à l'échelle de la ville. Concentrant leurs efforts sur les éléments criminels connus de la ville, elles ont rassemblé des douzaines d'individus ayant une réputation de crimes de rue, de vagabondage et de violence. La presse a attisé les flammes de la colère publique, publiant des histoires sensationnelles sur l'anarchie du secteur riverain de la ville et exigeant la capture rapide et la condamnation des meurtriers du capitaine. L'enquête entière était basée sur la conviction qu'il s'agissait d'un cas de crime de rue simple. Chaque information était interprétée à travers ce prisme. La police ne cherchait pas un motif complexe, elle cherchait les voyous qu'elle croyait responsables d'une attaque brutale et opportuniste. L'intense coup de filet policier s'est rapidement concentré sur un groupe d'hommes qui faisait partie d'un groupe lâche de criminels connu sous le nom de gang de Bridgeport. Parmi les nombreuses personnes interrogées, les enquêteurs ont commencé à monter un dossier contre deux frères, Michael et Thomas Lino, et leur associé, Owen McKenna. Ces hommes ont été des casiers judiciaires et étaient connus pour fréquenter la zone autour des quais. L'affaire de l'accusation a commencé à se former autour de preuves circonstancielles. Un informateur a affirmé avoir vu les frères Lino près du lieu du crime, au moment où il s'est produit. Un autre témoin a déclaré avoir vu deux hommes se débattre avec un gentleman plus âgé. La police croyait avoir trouvé ses coupables. Michael et Thomas Lino ont été officiellement arrêtés et accusés du meurtre du capitaine George Colvocor SS. La ville a poussé un soupir de soulagement collectif, croyant que les auteurs de ce crime odieux étaient maintenant en détention. La scène était prête pour un procès qui devait être un chemin rapide et certain vers la condamnation, rendant la justice que le public exigeait si avec véhémence pour son héros tombé. Le récit semblait complet, mais des détails troublants commençaient à émerger qui ne s'intégraient pas parfaitement dans l'histoire d'un simple vol de rue. Alors que l'accusation préparait son dossier contre les frères Lino, des pièces à conviction clés de la scène du crime ont commencé à jeter le doute sur la théorie du meurtre-vol. La première et la plus significative contradiction était l'état du corps du capitaine lorsqu'il a été trouvé. Alors que la police et le public supposaient que le vol était le mobile, le capitaine Colvocor SS n'avait pas été volé. Dans ses poches se trouvaient son argent et, surtout, sa précieuse montre en or et sa chaîne. Il était hautement improbable que des voyous de rue, ayant été jusqu'à tirer sur un homme, s'enfuissent ensuite sans prendre des objets aussi facilement accessibles et précieux. Ce fait sapait fondamentalement toute la théorie du crime de l'accusation. Pourquoi des voleurs de grand chemin assassineraient-ils un homme mais laisseraient-ils le butin derrière eux? De plus, un examen plus détaillé de la scène a révélé un manque de tout signe significatif de lutte. Les vêtements du capitaine n'étaient pas déchirés ou ébouriffés d'une manière qui suggérerait un combat violent. L'état soigné de sa personne semblait incompatible avec la bataille désespérée pour la vie ou la mort que les enquêteurs avaient imaginée. Ces incohérences ont été initialement minimisées par les autorités, mais elles ont créé un courant souterrain de doute qui allait bientôt grandir. Le récit du meurtre fut dramatiquement remis en question par une découverte nouvelle et surprenante. Quelque temps après l'enquête initiale, un petit pistolet Derringer à un coup fut trouvé dans l'herbe près de l'endroit où le corps du capitaine avait reposé. Un examen a montré qu'il avait été récemment tiré. Lorsque cette découverte fut associée à un regard plus attentif sur la blessure du capitaine, la possibilité d'un scénario entièrement différent a émergé. La balle était entrée dans son corps par la hanche droite, avait voyagé vers le haut et s'était logée près de son cœur. Les experts médicaux ont commencé à se demander si une telle blessure aurait pu être infligée par un agresseur lors d'une lutte. Elle était cependant entièrement compatible avec une blessure auto-infligée si l'arme avait été tenue contre le corps à un angle spécifique. Cette preuve physique a incité à un examen plus approfondi de la vie personnelle du capitaine. Bien que publiquement il fût un héros respecté, des enquêtes privées ont révélé qu'il était confronté à d'importantes difficultés financières. Amis et familles, sous la pression, ont admis qu'il avait semblé plus anxieux et renfermé dans les semaines précédant sa mort. Son voyage à Bridgeport avait pour but de gérer ses finances troublées.
L'image du héros imperturbable a commencé à être remplacée par un portrait d'un homme vieillissant aux prises avec les dettes et la peur de perdre sa stature. La théorie du suicide, autrefois impensable, était maintenant une alternative crédible et convaincante. Lorsque Michael et Thomas Lino ont finalement été jugés, leurs avocats de la défense avaient un nouvel argument puissant. Ils ont systématiquement démantelé la théorie du meurtre-vol de l'accusation, soulignant les faits gênants que les autorités avaient apparemment ignorés. Ils ont souligné que les objets de valeur du capitaine avaient été laissés intacts. Ils ont présenté la découverte du pistolet Derringer comme une preuve cruciale. Ils ont fait appel à des experts médicaux qui ont témoigné que la trajectoire de la balle était beaucoup plus révélatrice d'un suicide que d'un homicide. La défense a dressé un tableau plausible d'un homme fier, submergé par la ruine financière, qui a choisi de mettre fin à ses jours d'une manière discrète, espérant épargner à sa famille la honte associée au suicide au XIXe siècle. L'accusation, en revanche, s'est retrouvée avec un dossier faible et circonstanciel. Leurs témoins clés n'étaient pas fiables et ils n'avaient aucune explication convaincante pour expliquer pourquoi les voleurs supposés avaient laissé la montre et l'argent du capitaine derrière eux. Le jury fut confronté à deux récits concurrents. Après délibération, ils sont revenus avec leur verdict. Michael et Thomas Lino ont été déclarés non coupables. Ils ont été acquittés de toutes les accusations et remis en liberté. Le procès, qui devait apporter une conclusion, avait fait le contraire. Il avait disculpé les accusés, mais n'avait pas officiellement résolu l'affaire. L'acquittement des frères Lino a laissé la moire du capitaine Kolvokoreses dans un état de limbe officiel. Le tribunal avait rejeté la théorie du meurtre, mais les autorités de Bridgeport n'ont jamais reclassifié officiellement le décès comme un suicide. Pour le public, cela a créé un mystère non résolu et profondément troublant. Deux camps distincts et irréconciliables ont émergé. De nombreuses personnes, y compris la propre famille du capitaine, ont fermement refusé de croire qu'il se serait ôté la vie. Pour eux, le suicide était un acte de lâcheté et de désespoir, incompatible avec le caractère du brave officier de marine qu'ils connaissaient. Ils s'accrochaient à la conviction qu'il avait été assassiné et que ses tueurs, qu'ils soient les frères Lino ou quelqu'un d'autre, avaient échappé à la justice. De l'autre côté, beaucoup de ceux qui avaient suivi le procès étaient convaincus par les preuves présentées par la défense. Ils voyaient les problèmes financiers, la découverte du pistolet et la nature particulière de la blessure comme des indicateurs clairs de suicide. La presse, qui avait autrefois défendu la théorie du meurtre, a maintenant imprimé de longs articles débattant des preuves, laissant le public tirer ses propres conclusions. L'affaire est restée officiellement un homicide non résolu, mais officieusement, c'était un point d'interrogation profond et durable. En fin de compte, l'histoire de la mort du capitaine George Kolvokoreses est aussi complexe que l'histoire de sa vie. Il reste une figure célébrée dans l'histoire navale, un héros de l'expédition d'exploration des États-Unis et de la guerre de sécession. Pourtant, le chapitre final de sa vie est entouré d'ambiguïté. Le récit officiel d'un héros assassiné par des criminels a été publiquement réfuté devant un tribunal, mais l'alternative, le désespoir privé d'un héros conduisant à une fin tragique, n'a jamais été formellement accepté. Personne n'a jamais été tenu responsable de sa mort, et les frères Lino, bien qu'acquittés, ont vécu avec la stigmatisation de l'accusation pour le restant de leur vie. L'affaire sert d'un exemple fascinant de la façon dont la perception publique, l'honneur personnel et les preuves médico-légales peuvent entrer en collision, laissant la vérité enfouie quelque part dans l'espace entre une théorie plausible et un fait prouvable. Le mystère de ce qui s'est réellement passé sur cette passerelle de bois à Bridgeport en 1872 perdure encore.